Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La future réforme de fiscalité immobilière. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va faire un peu une exception, parce que vous savez, si vous avez déjà écouté une partie des épisodes précédents, j'ai un avis assez tranché de perdre du temps sur des potentielles réformes fiscales futures. Parce que voilà, de toute façon, des réformes fiscales, vous savez, il y en a. Ça fait 10 ans qu'on parle de la fin du LMNP, donc moi je suis un petit peu lassée. Mais je me dis, bon, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent avoir un avis. C'est vrai qu'il y a des chances quand même qu'à un moment donné, il y ait des choses qui changent. Ça, on peut pas dire le contraire. Je reste persuadée qu'il faut rester focus au maximum pour trouver des biens rentables. Et si on a trouvé des biens rentables, normalement, ça devrait bien se passer pour vous. Mais c'est sûr que si vous avez des biens à cash flow négatif, les choses peuvent empirer avec une fiscalité qui s'aggrave. Donc, c'est intéressant quand même de se poser un petit peu la question. Et j'ai fait cet exercice. Deuxième chose, avant de démarrer, j'ai envie de parler de ma source d'information. Parce que, je vous avoue, moi, je n'ai pas lu l'intégralité du projet potentiel, parce que je sais qu'il y a des parties, du coup, qui donnent des potentiels projets de modification de fiscalité immobilière. Moi, je ne vais pas à ce niveau-là. D'ailleurs, je ne vous conseille pas d'aller à ce niveau-là, sauf si vous êtes prof en droit fiscal ou que vous avez vraiment une passion personnelle pour le droit fiscal. Même moi, j'ai une passion pour le droit fiscal, mais pas à ce point. Ce que je fais pour ma part, c'est que je suis quelqu'un qui s'appelle Simon d'Aragon, qui est un professeur de droit fiscal à l'université de Lille, qui est également sur les réseaux sociaux. Il a un compte Instagram qui s'appelle @Simon d'Aragon. Voilà. Je ne sais pas exactement s'il y a des traits, des underscores ou des tirés, mais grosso modo, c'est ça. Je crois que c'est peut-être d'Aragon Conseil. Je sais qu'il fait du conseil pour des investisseurs très avancés en fiscalité. Et c'est intéressant parce que de temps en temps, une fois par trimestre, une fois tous les 6 mois, il fait une conférence sur la fiscalité. Donc, j'ai suivi sa dernière conférence sur la fiscalité où il parle de la potentielle réforme en droit fiscal immobilier. Et je me suis dit, pourquoi pas l'écouter, essayer de comprendre un petit peu les choses. Voilà, donc j'ai voulu faire ce petit disclaimer. J'ai envie de vous donner mon avis sur ce qui a été dit lors de cette conférence. J'en ai fait un très très bref résumé pour vous sortir la crème de ce qui a été dit par ce professeur en droit fiscal. Et c'est parti, on va voir donc par quelle sauce on va être mangé. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, et donc, en tout cas là je répète ce que Simon d'Aragon a dit lors de cette conférence, c'est que selon lui, et je suis assez d'accord avec lui, c'est que dans tous les cas, des changements auront lieu. La question, c'est quand ? Peut-être que ce sera dans 1 an, dans 2 ans, quand il y aura un gouvernement qui se mettra d'accord. Ça peut aussi se passer rapidement, on ne sait jamais s'il y a des sortes de coalitions ou des accords sur des réformes en droit fiscal, c'est possible. Ça peut mettre 2 ans, comme ça peut mettre 5 ans, 7 ans, jusqu'au prochain gouvernement. Enfin, vous voyez... Déjà, on doit finir celui-là, puis encore 50 plus, imaginons que ça passe pas avec le prochain gouvernement. Enfin bref, on ne sait pas trop comment ça va passer, ni quand. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'à un moment donné, il y aura des changements. Voilà. Donc, c'est l'idée globale des 4 points que je vais vous présenter, parce que je vais vous présenter donc les 4 points qui ont été présentés lors de ce webinaire organisé par Simon d'Aragon. Donc j'arrête de le mentionner tout le temps, mais vous savez qu'en gros, c'est la source principale de cet épisode. D'ailleurs, je vais le contacter pour essayer de l'interviewer sur le podcast et discuter directement avec lui. Je serais ravie parce que je sais qu'il est déjà passé sur d'autres podcasts, il est très intéressant. Donc voilà, il fait partie de ma liste des personnes que j'aimerais bien interviewer sur le podcast, mais qui ne le sait même pas encore parce que je ne l'ai pas contacté. Mais c'est prévu. Donc,
l'idée générale, vous avez compris, c'est de se dire « Ok, je sais qu'à terme, il y aura des changements. La question, c'est quand est-ce qu'ils auront lieu et dans quelle direction générale ils vont avoir lieu. C'est sûr qu'il y aura probablement des subtilités, des choses qui vont passer, d'autres qui ne vont pas passer, etc., etc. » Donc, les 4 points majeurs qui sont les points de convergence qui sont probables, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la fiscalité va converger vers ces grandes idées-là, je vais vous les énumérer maintenant. La première, c'est le fait que les politiques constatent qu'il y a une sorte d'injustice entre la location nue et la location meublée, que je suis d'ailleurs assez d'accord avec eux. Ils partent donc du constat selon lequel la location meublée et la location nue sont en réalité pas si différentes que ça, et c'est donc pas juste qu'il y ait une aussi grande différence de fiscalité entre les deux modèles. En soi, c'est vrai, parce que moi, typiquement, quand j'ai découvert la fiscalité immobilière, je me suis dit, mais attends, juste parce que tu mets des meubles dans un appartement, c'est juste génial parce que tu n'as pas du tout la même fiscalité qui est d'ailleurs bien plus avantageuse. Donc, ils sont partis de ce constat-là, que je trouve pas idiot, et ils se sont dit, attends, ce serait normal en fait qu'on fusionne un peu ces modèles parce que y a pas non plus de raison qu'il y ait autant d'avantages d'être en meublé qu'en nu. Et la tendance est donc de réussir à faire fusionner à un moment donné ces deux fiscalités, qu'au lieu qu'il y ait d'un côté les revenus fonciers qui sont pour la location nue et de l'autre côté le LMNP qui est donc loueur meublé non professionnel, mais en tout cas ça fait qu'on déclare dans le revenu catégoriel BIC, qui est donc une autre case dans l'impôt sur le revenu. Et l'idée, en fait, c'est que ce soit au même endroit qu'on déclare les deux, et donc la fiscalité serait la même. Donc, l'idée générale est que probablement qu'au fur et à mesure que le temps va passer, à un moment donné, il y aura une fusion et que le LMNP va disparaître. Mon avis par rapport à ça. Donc maintenant, on sort un petit peu du cadre. Là, je vous ai juste donné l'idée générale que Simon d'Aragon a partagée lors de son webinaire. Moi, mon idée par rapport à ça, c'est que ce qu'il faut observer, c'est que moi, j'ai pas de panique à bord, puisque de toute façon, quand un bien est rentable, il est rentable, peu importe le modèle fiscal derrière. C'est sûr que ça peut baisser le cash flow, ça c'est vrai. Ce qui est intéressant à observer, c'est que si on supprime du coup le LMNP, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'amortissement. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus amortir le bien, ce qui est en réalité la clé qui fait que le LMNP est aussi rentable. Parce que tout le reste est grosso modo calculé pareil. C'est juste qu'en LMNP, on pouvait déduire les amortissements. Alors, je parle au passé, pour l'instant, c'est encore le cas. C'est pas demain, la veille, que ça va changer, mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est encore le cas. Mais probablement que à long terme, il y aura ce changement. Moi, mon avis, déjà, ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'amortissement, sur quelle part il est pris. L'amortissement, il est pris sur la part de l'acquisition du bien en enlevant le prix du terrain. Donc, imaginez, vous achetez un immeuble à 200 000 euros. Vous avez, grosso modo, en part de terrain, en fonction de là où vous habitez, disons 40 000 euros. Je sais pas, je dis un chiffre un peu au hasard. C'est peut-être 50 000 euros de terrain, 25%. Donc, vous amortissez 150 000 euros. Donc 200 000 moins 50 000 euros de terrain, donc ça fait 150 000 euros. Donc en fait, ça fait 150 000 euros de charges qui vont passer, donc entre guillemets, vous pouvez encaisser 150 000 euros de loyer sans payer d'impôt dessus. Alors je sais que peut-être que parmi vous, vous ne pouvez pas suivre parce que c'est un petit peu complexe ce que je vous dis, mais grosso modo, en fait, l'amortissement, c'est comme des charges fictives qui vous permettent de ne pas payer d'impôt sur les revenus à hauteur de ces charges. Donc là, 150 000 euros d'amortissement, ça veut dire que vous allez déduire de vos recettes, c'est-à-dire de vos loyers encaissés, 150 000 euros. Donc en fait, pendant 150 000 euros, vous n'allez pas payer d'impôt dessus. Ça ne veut pas dire que vous économisez 150 000 euros d'impôt. Attention. Ça veut dire que c'est 150 000 euros de loyer qui vont être déduits et donc sur lequel vous ne paierez pas d'impôt. Donc ça, c'est un impact énorme.
Ça, je ne peux pas dire le contraire. Ce qui est intéressant, en fait, et la différence va se faire beaucoup entre les investisseurs qui auront fait des travaux et des investisseurs qui n'auront pas fait de travaux. Parce que, imaginez, vous achetez cet immeuble à 200 000 euros, mais que vous ne faites aucun travaux à l'intérieur, donc vos charges seront très faibles. Ce qui va rendre votre investissement peu rentable, parce que vous aurez beaucoup de charges, très peu de charges à déduire, comme vous n'avez pas fait de travaux dedans. Et comme vous n'avez plus l'amortissement, vous allez, dès l'année 1, commencer à payer des impôts sur vos recettes de cet immeuble. Par contre, si jamais vous faites énormément de travaux dedans, ce qui est le cas d'ailleurs dans beaucoup de membres du club, si vous faites une acquisition à 200 000 euros et que vous faites 200 000 euros de travaux dedans, vous aurez quand même les 200 000 euros de travaux en plus à déduire de toutes vos recettes. Donc vous serez quand même tranquille pendant un certain nombre d'années. Avec 200 000 euros, si vous avez 40 000 euros par an de loyer, ça veut dire du 10% de rentabilité sur votre investissement à 400 000, ça veut dire que vous avez pendant 5 ans des charges à déduire, donc pendant 5 ans, vous ne payez pas d'impôts et vous commencez à payer des impôts à partir de la 6e année. Donc, en soi, c'est quand même pas trop mal pour les gens qui font des travaux. Ceux qui n'en font pas, pour le coup, ils vont être vraiment soumis direct aux impôts. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est intéressant comme mesure. Bon, évidemment, moi, je ne vais pas voter pour qu'on change les choses. De toute façon, on ne nous demande pas l'avis sur les choses précises fiscalement. Mais donc, voilà, en tout cas, c'est possible que ça arrive. Ça, c'est le premier point. Et donc, voilà, moi, mon avis, c'est que les personnes qui auront fait beaucoup de travaux, ça va être intéressant pour eux, surtout si jamais les travaux sont payés par la banque. Donc, ce sera en fait des charges déduites sur un montant que vous n'aurez pas injecté. Je suis vraiment désolée, j'ai l'impression que je commence à parler de façon trop pointue. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, évidemment, n'hésitez pas à envoyer un message sur Instagram. Je prendrai le temps de refaire un épisode peut-être plus dédié à quelque chose que j'ai dit que vous n'aurez peut-être pas compris. Parce que voilà, je sais qu'à force en fait de faire de la fiscalité, je commence à avoir des notions qui vont peut-être plus vite dans ma tête et que je vais perdre en clarté pour vous. Donc vraiment, excusez-moi. Mais bon, cet épisode, il est quand même fait pour que j'avance et que je ne reprenne pas depuis le début la fiscalité immobilière. Ensuite, donc, on va passer à la deuxième chose qui risque de se passer sur le long terme, c'est que le loueur meublé professionnel, donc c'est-à-dire que là, c'est la version professionnelle de la location meublée, a priori, elle serait faite plutôt pour rester sur le long terme. Mais qu'il y aura probablement des seuils qui vont être plus stricts pour pouvoir en bénéficier. Voilà. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, quelque chose de neutre. J'ai envie de dire encore des choses là-dessus, mais je pense qu'il faudrait que je fasse un épisode dédié sur le LMP, donc le loueur meublé professionnel. Donc c'est plutôt, on va dire, a priori, selon Simon d'Aragon, qui est donc le professeur en droit fiscal, a priori, ça va être la niche qui va rester à être intéressante, car là, dans le loueur meublé professionnel, il y aura les amortissements. Et d'ailleurs, en LMP, ça ne prend pas en compte, votre patrimoine immobilier ne va pas être pris en compte dans le calcul de l'IFI si jamais vous avez beaucoup de patrimoine. Donc c'est quand même intéressant de noter que ce statut, a priori, restera. Ensuite, troisième donc, grand axe d'évolution probable sur les prochaines années de la fiscalité, c'est l'augmentation des seuils en micro. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez le micro-foncier qui est à 15 000 euros. Donc, imaginons qu'il y ait une sorte de fusion entre le meublé et le nu et que donc tout passe en micro-foncier ou en revenu foncier global. Et à ce moment-là, le seuil du micro-foncier augmenterait peut-être de 15 000 à 30 000 euros. L'avantage du micro, c'est que surtout si jamais vous n'avez pas fait de travaux, ou que vous avez terminé vos travaux d'ailleurs, peu importe, et que vous êtes en dessous de 30 000 euros, donc là dans le futur seuil probable, donc si jamais ils augmentent ce seuil donc de 15 000 à 30 000, ça veut dire que vous pourrez déduire une sorte d'abattement forfaitaire de charges que vous n'avez peut-être pas, mais peu importe, ils déduisent, donc avant c'était 30%, maintenant ce serait 40% peut-être s'ils fusionnent ces deux régimes. Donc voilà, ça c'est possible. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous, ça fait longtemps que si jamais on avait les revenus meublés, on ne pourrait pas être en régime micro. Il s'avère que nous, on a quand même notre local commercial qui est donc en revenu foncier de notre premier immeuble. Donc on a juste un lot
qui est en revenu foncier en location nue. Et en l'occurrence, on est en dessous du seuil de 15 000 € par an et on bénéficie de l'abattement. Donc moi, ça me va très bien que l'abattement passe de 30 à 40%. Au contraire, ça m'arrange. Voilà pour donc la troisième partie. Et quatrièmement, il n'y aurait plus sur le long terme le double effet qui se coule. Moi, je l'appelle comme ça. Je sais plus, j'avais dû lire ça à l'époque sur un article de blog et j'avais bien aimé l'expression. C'est que, en fait, aujourd'hui, en LMNP, étant donné qu'on a les amortissements, et ben en fait, donc on amortit le bien, c'est-à-dire qu'on passe plein de charges pour des charges fictives. L'amortissement, c'est une sorte de charge fictive. Même si c'est pas vraiment une charge, ils appellent ça une charge fictive. J'aime bien ce terme-là, c'est-à-dire c'est pas un truc que tu as vraiment payé, mais voilà, tu déduis le prix de ton immeuble au fur et à mesure, donc en amortissement. Et dans le cas du double effet qui se coule, c'est le fait qu'en fait, pour le calcul de la plus-value, au lieu de prendre le montant avec déduction de l'amortissement, en fait, tu prends le montant de l'acquisition. Donc ça, c'est super avantageux pour les personnes qui sont en LMNP parce que on va dire l'amortissement que tu as donc déduit, tu ne l'utilises pas. Alors que si tu étais en société, là, ça s'applique. C'est-à-dire que le LMNP est plus avantageux encore que si jamais tu étais en SCI à l'IS. Parce qu'en SCI à l'IS, ton amortissement, tu devrais le déduire pour ton calcul de la plus-value. Alors que là, en LMNP, tu n'avais pas besoin de le déduire, tu reprenais le prix de l'acquisition pour faire ton calcul de la plus-value à la revente de ton immeuble. Donc en fait, ça pour le coup, c'est strict, mais je m'en fiche. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que c'est pas parce que le calcul de la plus-value va être fait différemment que ça va changer quelque chose pour moi, parce que, en l'occurrence, avec Cyril, nous, on a prévu de revendre nos immeubles dans assez longtemps. À vrai dire, dans assez longtemps, parce que nous, on aime bien les revenus passifs, on aime bien quand on a rénové un immeuble, que tout est nickel, qu'on a un beau prêt auprès de la banque. Surtout qu'aujourd'hui, en nom propre, je pense qu'on est vraiment bien endetté. Donc, on ne va pas revendre, en fait, parce que ce serait trop dommage. Donc, on ne va pas revendre avant 20 ans, voire 25 ans. Moi, je pense même jusqu'à la fin de nos prêts immobiliers. Franchement, il y a des chances qu'on fasse ça. Donc, de ce fait, on aura au moins 20 ans, voire 25 ans de possession de nos immeubles, sachant que vous êtes exonéré de l'impôt sur les plus-values à partir de 30 ans de détention. Donc, c'est quelque chose de dégressif. C'est exactement le même impôt que si jamais vous aviez une résidence secondaire, parce que vous savez que sur la résidence principale, aujourd'hui, on est exonéré sur l'impôt sur la plus-value. Mais si vous êtes en résidence secondaire, là, vous payez cet impôt de plus-value, si jamais vous faites une plus-value sur les résidences secondaires. Et c'est exactement pareil pour les immeubles locatifs que vous possédez. Sauf que vous avez un abattement progressif qui se fait au fur et à mesure des années de détention. Au bout de 30 ans, vous n'avez plus aucun impôt. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est juste pour vous dire que, voilà, à partir de 25 ans, franchement, on commence à vraiment beaucoup moins payer, même si forcément, ils sont malins. Les dernières années, c'est là où on gagne le plus. Mais grosso modo, moi, ça ne me stresse pas parce que je sais que je vais les revendre dans longtemps. Et je pense d'ailleurs que dans 20 ans, sincèrement, si je dois payer un peu d'impôt sur la plus-value sur mes immeubles qui vendront peut-être 3 ou 4 millions d'ici là, écoute, tant pis, quoi. Tant pis. Ça n'a pas d'impact, en tout cas, sur ma volonté de liberté financière immédiate. Voilà, donc ça, c'est le quatrième point. Donc, je résume rapidement les 4 grands axes qui avaient été discutés lors de ce webinaire. Donc, premièrement, il y avait la fusion probable, progressive entre la location nue et la location meublée, ce qui est, entre guillemets, la mesure la plus grave et la plus impactante pour nous, même si, quand on fait beaucoup de travaux, on peut quand même le nuancer. Si on fait peu de travaux, là, c'est sûr, on va payer des impôts très rapidement. La deuxième mesure, c'était le fait que le loueur meublé professionnel allait perdurer, mais que les seuils allaient être modifiés probablement au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça va rester donc une sorte de niche fiscale intéressante, le LMP. Mais le LMP, je mets quand même un petit warning. C'est pas quelque chose de magique et c'est pas si simple que ce que l'on veut nous faire croire. Ça, c'est ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mes études là en tant que CGP, donc conseiller en gestion de patrimoine. J'ai fait mon master et j'ai découvert vraiment des nuances par rapport aux loueurs meublés professionnels. Donc,
Je mets quand même un bémol, faut pas se réjouir du loueur meublé professionnel comme si ça allait être non plus ultra facile. Mais en tout cas, a priori, ils vont pas toucher à ça. Troisièmement, l'élévation des seuils en micro, qui est plutôt une bonne chose. Et quatrièmement, la prise en compte des amortissements dans le calcul de la plus-value, si jamais on est en LMNP et qu'on a amorti du bien. Donc, d'ailleurs, si le LMNP disparaît, entre guillemets, cette quatrième proposition est inclue dans la première, parce que si tu n'as pas fait d'amortissement, du coup, tu n'as plus cette histoire-là. Mais a priori, donc, tout ce que tu auras amorti, tu devras l'impacter dans ton calcul de la plus-value, à ton désavantage. Et moi, comme je vous disais, c'est que de toute façon, en tout cas, les investisseurs sereins, nous, on est plutôt sur une politique qu'on garde les biens assez longtemps, au moins 20 ans, parce que voilà, je sais pas, tu as mis beaucoup d'efforts pour faire un truc nickel qui tourne automatiquement. Voilà, tu as envie de le garder, donc tu n'as pas envie de le revendre au bout de 5 ans. Nous, on n'est pas marchand de biens. Donc voilà. Ça, c'est donc le dernier point. Maintenant, on va avoir rapidement les points positifs. Donc je sais que c'est un épisode un petit peu long, mais c'est pas grave. Je me dis, les plus geeks en fiscalité d'entre vous, ça les intéresse. Donc les points positifs, c'est que déjà, la fiscalité en société, a priori, elle ne va pas changer. Alors attention, je précise, pas que vous mélangiez tout. Quand on dit en société, c'est-à-dire en société soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est-à-dire SCI à l'IS, peut-être une SARL à l'IS ou bien une SAS à l'IS. Enfin, peu importe quel type de société, mais une société à l'impôt sur les sociétés qui détient de l'immobilier. OK ? Par contre, si vous êtes en SCI à l'IR, ça veut dire que c'est une société qui est transparente fiscalement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sur l'impôt sur les sociétés et donc elle rentre dans la catégorie revenus fonciers en termes de fiscalité. Donc ça, oui, ça va changer exactement comme les revenus fonciers. Et si vous êtes en SARL de famille transparente pour justement bénéficier du LMNP tout en ayant une société, donc la SARL de famille transparente, donc à l'IR, c'est exactement pareil. En fait, quand on dit à l'IR, c'est un abus de langage, ça veut juste dire que c'est transparent et donc que c'est à l'impôt des personnes qui sont détentrices de la société. Donc si vous êtes particulier qui détiennent une SARL de famille à l'IR, ça veut dire qu'en fait, transparente, ça veut dire que c'est à votre impôt à vous qui êtes actionnaire, enfin c'est pas actionnaire, c'est propriétaire des parts sociales que vous allez être donc imposé. Donc ça, en l'occurrence, si jamais il n'y a plus de LMNP, votre SARL de famille, entre guillemets, elle tombe à l'eau. Mais peut-être que ce sera le moment de la passer à l'IS. Ça, ce sera une discussion à avoir, parce que je pense que vous pouvez basculer la SARL en société à l'impôt sur les sociétés. Donc ça, ce sera peut-être la question à se poser. Pour ma part, qu'est-ce que j'en conclus un petit peu de tout ça ? Premièrement, il n'y a pas de panique à bord, parce que c'est pas encore fait. Même si à chaque fois les articles des journaux, vous savez, ils aiment bien qu'on clique sur leur article, donc ils aiment bien avoir des titres alarmistes. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps, je ne sais pas combien de temps. Bon, on ne sait jamais, ça peut être rapide, comme ça peut durer encore 2 ans, 5 ans, etc. Donc, entre guillemets, tant qu'on a le bon régime vraiment chouette du LMNP, profitons-en. Deuxièmement, l'autre point d'ailleurs que Simon d'Aragon avait mentionné à la fin du webinaire, c'est qu'il avait expliqué qu'a priori, ils avaient quand même conscience que si jamais il y avait des modifications, elles seraient pas forcément soudaines, genre du jour au lendemain, bam, il y a tout qui change, mais qu'il y aurait probablement un calendrier de transition pour que les investisseurs puissent s'organiser et pas se retrouver dans une mauvaise situation et d'avoir, entre guillemets, le temps de faire des modifications sur leur patrimoine si jamais il y en avait besoin. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, moi, ce que j'avais en tête, c'est qu'on a encore beaucoup de déficits liés aux travaux des immeubles, parce que nous, on est dans la catégorie des personnes qui ont fait autant de travaux quasiment que de prix d'acquisition. Donc, en fait, en termes de déficit, je pense qu'on a encore, on est encore bien, on a encore de la marge de déficit de travaux qui n'a pas été déduit. Donc, je ne pense pas que si le LMNP et les amortissements s'arrêtaient, on aurait... je pense pas qu'en fait, on paierait d'impôts tout de suite. Je pense qu'on aurait encore pour 2-3 ans de déficit de travaux. Donc ça, déjà, c'est l'autre point qui ne m'inquiète pas trop. Et enfin, la solution éventuelle que j'envisagerais, qui n'est pas une solution facile, mais qui pourrait être envisagée à un moment donné,
c'est de faire, ils appellent ça une OBO, j'ai pas envie de vous faire peur avec des termes techniques. En gros, OBO, c'est pour Owner Buyout. En fait, ça veut dire se racheter à soi-même ses immeubles et donc se les racheter en SCI à l'IS. Ça, c'est une option qui est possible. Ça veut dire que vous repayez les frais de notaire, donc ça coûte cher. Mais il faut faire les calculs. Ça peut être une solution. Pour ça, il faut être quand même bien finançable, ce qui n'est pas forcément notre cas aujourd'hui. Donc, ce serait peut-être assez impressionnant, même si il y a quand même une belle partie des immeubles qui commencent à être remboursés. Donc, au fur et à mesure du temps, entre guillemets, la dette baisse. Donc, si on devait faire une OBO, comme on dit, dans 3 ans ou dans 5 ans, par rapport à la fiscalité, il y aurait déjà beaucoup de nos immeubles qui seraient en bonne partie remboursés. Donc, on aurait déjà une belle partie remboursée. Et donc, en fait, on se rachèterait à nous-mêmes via une SCI à l'IS nos immeubles, si vraiment en termes de cash flow et de calcul, ça ne devient pas rentable. Voilà, grosso modo, je sais que je suis allée un peu dans le détail. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, si jamais vous n'avez pas encore acheté de bien, restez focus, avancez. Vous avez encore le temps de faire des modifications après. Si jamais vous êtes vraiment sur, entre guillemets, un point de questionnement sur entre SCI à l'IS ou bien LMNP et que vous hésitez fortement. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que ce que j'observe tout le temps, c'est que les gens, en fait, ils psychotent dans leur tête, mais ils font pas les calculs. Et ça va pas. Psychoter dans sa tête et pas faire les calculs, ça sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez des calculs. C'est-à-dire que je veux que vous preniez un fichier Excel et que vous fassiez des simulations sur plusieurs années et que vous regardiez vraiment la différence dans les différentes options qui s'offrent à vous. Ça, c'est le vrai travail sérieux. Okay, les gens qui psychotent en disant « oui, machin, mais du coup, il n'y aura pas les amortissements, etc. » Mais en fait, concrètement, mets ça sur un fichier et pose les chiffres. Donc ça, pour moi, c'est super important de le faire et de comparer. D'ailleurs, moi, je le fais des fois en séance individuelle avec certains des membres du club. On prend le temps, des fois, ça peut prendre 1h30, où on remet tout à plat la fiscalité sur les 20 prochaines années dans différents scénarios, et on essaye de voir laquelle est plus intéressante par rapport à quand est-ce qu'ils veulent revendre, qu'est-ce qu'ils ont dans leur immeuble, qu'est-ce qu'ils ont déjà des locataires en place en location nue, est-ce qu'ils ont peut-être un local professionnel qui va être en location nue. En fait, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Et d'ailleurs, il y a aussi un facteur à prendre en compte qui est combien d'apports ils vont mettre, parce que vous pouvez j'ai pas envie de vous perdre dans des termes techniques, mais en gros, il y a des solutions en société pour récupérer l'argent que vous aurez injecté dans la société sans payer d'impôts. Donc en fait, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, et parfois j'étudie ça en long, en large, en travers avec les membres, c'est super important. Donc ça, c'était pour la partie fiscalité. Donc voilà, j'ai fait une exception cette année. Voilà, pour être honnête, je sais pas, c'est quand même intéressant, c'est juste que j'ai peur que ça vous soit pas vraiment utile. Moi, j'aime bien parce que ça m'intéresse. Moi, j'ai pas envie que vous soyez défocus. Moi, j'ai envie que vous soyez focus sur le fait de trouver votre bonne affaire, que vous avanciez, et que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura des solutions pour se retourner après. Voilà, et c'est pas parce qu'il y aura plus de LMNP que d'un seul coup, l'immobilier, ça ne vaudra pas la peine de le faire. Attendons de voir, avançons déjà avec ce qu'il y a. Si vous balancez peut-être entre deux options et que la SCI à l'IS, ça peut être vraiment intéressant pour vous, peut-être que c'est la façon, entre guillemets, la plus stable de faire de l'immobilier aujourd'hui, parce que sur d'un point de vue détention en direct, c'est moins stable. Mais voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. J'ai pas envie que vous fassiez trop de nœuds au cerveau. Moi, l'important pour moi, c'est que vous avanciez. Et évidemment, si jamais le club des investisseurs sereins peut potentiellement vous intéresser, vous savez qu'il y a le lien en description pour prendre un rendez-vous avec Cyril ou moi pour discuter de votre projet et voir si jamais on peut vous aider et vous accompagner. Voilà, est-ce que votre projet il est viable ? Est-ce que votre situation actuelle est pertinente et en tout cas appropriée pour vous lancer dans un investissement ? Et après, on vous explique comment ça fonctionne, le club des investisseurs sereins, durant cet appel. Donc, le lien, il est dans la description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.